Aminata Traoré, le viol de l'imaginaire. 1960, je me souviens. Et le coq a chanté sur la tombe de l'ancêtre, et le coq a chanté sur le front de la pirogue. Indépendance. Charles Ngandé. Qu'est-il donc advenu du monde nouveau, dont nous avons ensemble rêvé en Afrique il y a 40 ans? C'était en 1960, je m'en souviens. L'indépendance avait la saveur de mes 13 ans, pleine de promesses. Les adultes y croyaient, ils exultaient, en jurant que plus rien ne serait comme avant. Fait surprenant, ma mère et mes tantes, qui généralement ne parlaient que des tâches et de la vie domestique, analysaient la situation politique, prononçaient les noms des personnes qu'elles ne connaissaient que de loin, mais en qui elles plaçaient leur confiance et leur espoir. Elles découvraient la vie publique. J'entendais pour la première fois ma mère parler d'avenir et d'une responsabilité nouvelle à assumer. Moi, femme en devenir, j'étais tout oui. Je savourais l'optimisme des adultes. Ils disaient déjà à l'époque, à leur manière, qu'un autre monde était possible. Désormais, nous nous appartenons. Nous choisirons et déciderons pour nous-mêmes, martelaient hommes et femmes. Ces paroles, à l'époque, nouvelles et fraîches, demeurent présentes en moi. Tapies dans un coin de ma mémoire, elles refont surface chaque fois que j'ai le sentiment qu'il y a démission, trahison ou déchéance de la part de ma génération d'Africains. Je n'avais que 13 ans en 1960, mais l'expérience que j'avais déjà à cet âge de la différence raciale et de l'altérité était suffisamment humiliante pour justifier l'engagement et le combat. 6 années auparavant, un fait du hasard avait forgé mon destin de femme africaine. Au cours d'un jeu d'enfant devant notre maison, j'avais heurté le bras d'une de mes camarades qui s'était écriée « Aïe, tu me fais mal !» et avait ajouté avec une pointe d'orgueil « On m'a vacciné, je dois aller à l'école ». 2 mots nouveaux venaient d'enrichir mon vocabulaire, vaccin et école. Je m'étais engouffré dans notre vestibule en courant vers ma petite maman, qui savait convaincre mon père et lui avait dit « Je veux être vacciné pour pouvoir aller à l'école ». Elle m'avait regardé un instant, l'air étonné par cette demande, plutôt inhabituelle dans notre environnement familial. Aucune de mes 3 sœurs aînées ne l'avait formulée et personne n'y avait jamais songé. En accédant à ma demande, mes parents venaient de contenter un caprice d'enfant, sans grande conviction quant à mon devenir de fille scolarisée et de femme. Mon père, qui était agent des postes et télécommunications, et avait inscrit ses 5 fils à l'école, était sceptique, mais nullement opposé à la scolarisation de ses filles. Ma mère, elle, craignait de les exposer aux multiples dangers d'un monde extérieur en voie d'occidentalisation, redoutant notamment les expériences sexuelles prématurées, les maternités précoces et le retardement de l'âge du mariage. La décision fut prise, le même jour, de me vacciner. La première manche était gagnée. Restait la seconde. Trouver une place disponible dans l'école de mon quartier. Medinakura, où les inscriptions étaient closes, tout comme dans les quartiers les plus proches, Bagadaji et Missira. Cette mission impossible fut confiée à l'un des fils adoptifs de notre famille, Issa Traoré. Assise sur le porte-bagages de son vélo, je me cramponnais des 2 mains à sa taille, tandis qu'il pédalait d'une école à l'autre. Je me mettais à pleurer chaque fois qu'on lui signifiait qu'il était trop tard pour s'inscrire. Après avoir tenté notre chance sans succès dans 4 établissements, Issa prit la décision de se rendre à l'école Maginot, qu'il avait d'abord écartée car physiquement et socialement distante de notre quartier. Située à plus d'1 heure de marche de chez nous, c'était l'école des enfants blancs et métis des colons et de ceux des quartiers environnants, notamment Bamako-Koura et Wolofo-Bougou. Il restait à l'école Maginot une place qu'Issa obtint sans difficulté.
Mais il s'inquiétait pour moi en raison de la longue distance que j'allais devoir parcourir à pied 4 fois par jour. Pendant que je tentais de le rassurer, il sourit, amusé et intrigué par ma détermination. Une fois inscrite à l'école, j'ai bénéficié du soutien de toute ma famille. Mon frère aîné notamment, Major, qui était infirmier à l'IOTA, Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, m'aidait à apprendre mes leçons en me tirant les oreilles quand je me montrais distraite. Je n'étais pas pour autant dispensé de menus travaux domestiques habituellement confiés aux enfants de mon âge. Balayer et évacuer les déchets tôt le matin avant d'aller à l'école, porter des navettes de fil au tisserand, remettre l'argent de la tontine à telle ou telle personne, aider ma mère à écouler ses pagnes tissées et couvertures les jours fériés au grand marché. Mon insertion par ces voies dans l'univers des femmes de mon milieu était pour mes parents une manière de ne pas miser entièrement sur l'école, dont on sortait selon eux mi-fauve, mi-oiseau, en cas d'échec. Je découvrais parallèlement à l'école Maginot un autre monde totalement différent, à la fois exaltant et frustrant. Dans cette école de filles, les enfants noirs que nous étions ne bénéficiaient pas des mêmes avantages que les enfants métis, et surtout blanches des colons. Certes, nous étions plus proches des métis avec lesquels nous partagions les mêmes salles de classe, les mêmes maîtresses d'école et la même cour de récréation, mais en tant qu'enfants des quartiers indigènes, nous devions venir à l'école à pied, sous un soleil de plomb, acheter de la nourriture vendue en plein air devant l'école, tandis que les métis étaient à l'internat où l'administration coloniale prenait soin d'elles. Logement uniforme, nourriture, y compris le goûter, matin et soir, soins de santé, études surveillées. J'étais impressionné quelquefois mélancolique, mais pas malheureuse outre mesure, parce que le chemin de l'école était un autre univers qui lui aussi avait son charme. Nous marchions à plusieurs en nous racontant des histoires et en découvrant 1001 choses sur la route. Nous nous bagarrions, subissions la tyrannie des aînés qui nous faisaient porter leurs sacs d'école remplis de cahiers, mais nous finissions toujours par nous entendre. Plus impressionnant que l'univers des métis était celui des enfants blanches, que nous voyions descendre de voiture, embrasser leurs parents, avant d'entrer en courant dans leur école contiguë à la nôtre. Alors qu'aucun mur ne séparait nos deux cours de récréation, nous ne jouions jamais avec elles. Nous nous observions, nullement insensibles les unes aux autres, mais tout simplement campés dans nos différences, déjà à cet âge qui est en principe celui de l'innocence, de la découverte de l'autre et du monde. Ainsi, je prenais malgré moi conscience d'une réalité cruelle, inconnue des enfants de ma condition qui étaient restés dans les écoles de quartier. Le regard hautain de l'autre, qui, du seul fait de la couleur de ma peau, voulait que je m'incline et rase les murs. Je grandissais, j'aimais ma peau, que je tenais des miens. J'aimais ma vie, à laquelle j'essayais de donner un contenu ainsi qu'un sens, et voici que gratuitement surgissait dans mon imaginaire d'enfant un ordre nouveau, différent et injuste. En 6 ans, je ne fis la connaissance que d'une enfant de colon. Elle n'habitait pas loin de l'école et ses parents la laissaient de temps à autre marcher à pied. Nos regards se sont croisés un jour tandis que nous marchions côte à côte, en silence vers l'école. À un moment donné, nous nous sommes souris. Désireuse de connaître de plus près ces enfants gâtés, du fait du statut de leurs parents, je me suis approché d'elle et lui ai demandé son prénom en souriant. J'ai senti qu'elle avait besoin d'être rassurée. En effet, souffrant de la discrimination, il n'était pas rare que certains de mes camarades lancent des grossièretés aux enfants de colons. Nous avons par la suite échangé quelques propos et cheminé plus d'une fois ensemble vers l'école.